Bonjour Alexandre. Salut Jean-Christophe, merci pour ton invitation. Voilà, quel plaisir de t'avoir. J'attendais ça avec impatience parce que quand on a préparé cette émission, tu m'as dit des choses vraiment vraiment sympas, tu m'as fait vivre des émotions et c'est vrai que quand j'interviewe des gens, des fois ils me disent: «Ah bah Jean-Christophe, ta question elle me touche». C'est vrai que quand on a préparé cette émission ensemble, j'ai eu un petit coup de cœur comme ça, donc je pense que ça va être une super émission. Eh ben, merci, ce que tu me dis me touche. On va passer un moment ensemble où il y aura 3 grandes parties. Dans la première partie, tu vas nous raconter un peu ton cheminement, professionnel, hein, le Alexandre du travail, comment il a évolué au fil des ans, quelle a été sa formation. L'idée, c'est de que ceux qui nous écoutent comprennent, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton cheminement, ton évolution et fassent des ponts avec, ce que tu fais aujourd'hui, des liens avec ce que tu fais aujourd'hui. Après, tu auras ta carte blanche, 1 minute et pas plus, j'insiste. Parce que l'idée après, c'est de la repartager en mode extrait sur les réseaux sociaux. 1 minute, pas plus, où tu nous pitcheras peut-être un coup de gueule, un coup de cœur, ce que tu veux, un coup de pub. 1 minute qui t'appartient totalement. Et puis après, on essaiera, même pas, on fera mieux qu'essayer, on répondra à la question, comment monter, son club de networking, avec l'exemple du cercle des gens bien et bienveillants. C'est OK pour toi? C'est parfait pour moi. OK, c'est parti Alexandre. Alors vas-y, présente-toi comme le veut la tradition dans cette émission, un pitch de 30 secondes pour se présenter. À toi de jouer. 30 secondes, donc bonjour à tous, je suis Alexandre Favre, j'ai 48 ans, 2 enfants, je suis parisien et je suis depuis 2018 le fondateur d'un club de networking qui s'appelle le CGBB et les initiales veulent dire Cercle des gens bien et bienveillants. Yes, super. On sent l'habitude de pitcher. C'est super. Alors, Alexandre, remontons le temps. C'est l'exercice imposé, c'est l'exercice de style imposé dans cette émission. Le Alexandre d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu as fait comme bac, Alexandre, avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui? Quel a été ton chemin? Alors, ça va être difficile de te parler de mon bac puisque moi j'ai arrêté l'école en première. Donc, ça, comme ça, c'est une question qui est vite fait. Mon chemin, donc on va revenir à un peu plus de 20 ans puisque j'ai, comme je le disais tout à l'heure, 48 ans. On a tous des parcours atypiques, mais le mien l'est également puisque, en fait, j'étais papa à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai une grande fille aujourd'hui, Laura, qui a 32 ans. Et quand elle est née, j'ai décidé d'arrêter l'école pour l'assumer financièrement. Et donc j'ai arrêté l'école en première et j'ai commencé ma carrière en rentrant chez Decathlon en mars 92. À l'époque, c'était une petite entreprise. C'était pas la multinationale qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis rentré chez Decathlon comme manutentionnaire et mon métier, c'était de décharger les camions à 5 heures le matin pour que à 10 heures à l'ouverture des magasins, la marchandise soit dans les rayons. Et voilà le début de ma carrière. Waouh, et tu as gravi plusieurs échelons chez Decathlon? Gravé donc c'est une entreprise assez exceptionnelle qui je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque où j'y étais, on ouvrait entre 10 et 15 magasins par an. Donc quand on était travailleur et qu'on avait un peu de volonté de talent, on gravissait rapidement les échelons. Donc, je ne suis pas resté longtemps à décharger des camions. Rapidement, j'ai été vendeur. Et puis, à 17 ans, je n'avais pas 18 ans, 17 ans et demi. Je ne sais pas si le record a été battu depuis, mais j'ai été le plus jeune responsable de rayon à l'époque, où j'ai pris la responsabilité d'un rayon tennis-golf. Et puis après, chez Decathlon, on évoluait en fonction de la taille des rayons et du chiffre d'affaires. Et j'ai occupé différents postes de responsable de rayon. Et je suis resté dans cette entreprise jusqu'au 31. J'ai fermé le dernier magasin dont j'avais la responsabilité le 31 décembre 1999. J'ai fermé les clés et je suis venu ramener les clés le 2 janvier. Et qu'est-ce que tu as appris alors, dans cette Bah, grande enseigne, chez Decathlon, quand tu sors de l'école et surtout en première, tu sais absolument rien. Donc, j'ai absolument tout appris. Alors là, après, la chance du métier du commerce, c'est que c'est peut-être le seul métier qu'on peut faire sans diplôme. On peut difficilement être notaire, avocat ou médecin sans avoir fait des études dans ces domaines d'activité.
le commerce, et on a plein d'exemples en France et dans le monde. On peut y arriver vraiment en étant complètement autodidacte. Et donc, chez Decathlon, j'ai appris le commerce, le merchandising, l'animation d'équipe, le recrutement. En plus, on avait une grosse école de formation à Villeneuve-d'Ascq, au siège de l'entreprise. Donc, dès qu'on intégrait le poste de responsable de rayon, on passait plusieurs semaines à Villeneuve-d'Ascq. On était formés sur les différents métiers. Et moi, je te parle d'un temps où on passait nos commandes sur Minitel. Après, on avait l'OS 400. Et donc, on était loin des réseaux sociaux, des emails et tout ça. Hein. C'était une autre époque. C'était bien avant Martine Aubry. Donc, on était dans une entreprise où on travaillait 70 heures par semaine, mais dans une ambiance incroyable. Je crois que à l'époque, les personnes les plus âgées avaient 30 ans, quoi. Donc, c'était vraiment que des jeunes. Et donc, je m'y suis fait plein d'amis et j'ai appris énormément de choses. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand on disait que quand on était chez Decathlon, qu'on pissait bleu, la couleur de l'enseigne. Et quand j'ai quitté Decathlon pour l'entreprise suivante pour laquelle j'ai bossé, longtemps on me disait, et longtemps après, on m'a dit, tu pisses encore bleu, quoi. Ah ouais, c'est excellent. Il y a une vraie culture Decathlon. Ah ouais, Ça il y a ne une vraie m'étonne culture. pas. Hein. Une vraie culture. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui sont membres du CGBB, que j'ai jamais côtoyé chez Decathlon, parce que c'est vraiment une multinationale, qui ont travaillé il y a 10, 15, 20 ou 25 ans et qui me disent « Ah, j'ai vu que tu avais été également chez Decathlon. » Donc, voilà. Il y a la culture du tutoiement. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises où, à l'époque où j'y suis rentré, comme je te disais, c'était une entreprise assez petite. Donc, Michel Leclerc, le fondateur, moi, je le voyais tous les mois. Tous les mois, il venait en magasin avec Yves Claude, le directeur général. Il faisait la tournée des magasins. Et moi, j'avais 16 ans et je me rappellerai toujours que la première fois, il me dit « Non, mais tu me tutoies, tout le monde se tutoie. » C'est exceptionnel ce que tu as dû vivre, tu vois, quand on pense au marketing avec les marques. Bon, on va pas toutes les citer, mais tu sais, à l'époque, il y avait Inesis, Quechua, maintenant il y a Exactement. Ils font plus les mêmes choses d'ailleurs. Ils font plus les mêmes choses parce que moi, quand Inesis a été lancé, c'était la marque tennis et ouais, la marque golf qu'ils avaient lancée. Et encore ça, tu parles en 92, tout était sous marque Decathlon, hein. Inesis, toutes les marques qu'ils ont créées après. J'y étais à l'époque, mais c'est dans les années, je vais dire 97, 98 par là. Et les marques après ont changé. Quechua est resté sur la montagne, mais Inesis est passé du tennis au golf. Le golf, ça s'appelait Green, je sais plus si c'était Greenwood. Les marques ont évolué et en fait, c'était une volonté de Michel Leclerc qui a toujours voulu en faire le leader mondial du sport, mais avec 70 à 80% de marques propres. Et il y avait des gens à l'époque qui disaient, mais moi, j'ai pas envie de porter du Decathlon. Et donc, en fait, il a créé d'autres marques pour que les gens n'aient pas l'impression de porter du Decathlon et qu'en ayant une raquette Inesis ou une marque à Quechua, ils aient l'impression d'avoir une marque. Donc cette première expérience, elle a vraiment été fondatrice pour toi, aujourd'hui Oui, elle m'a appris plein de choses au niveau technique, comme je te disais, la vente, le management, le recrutement, le merchandising, mais elle m'a surtout donné le goût du travail et les valeurs du travail. Et qu'est-ce que tu as occupé alors derrière comme autre poste? Alors après Decathlon, j'ai pris la direction France d'une marque qui s'appelle Norcels. Norcels, c'est la plus grande marque de voiles de bateau au monde. Donc pour ceux qui s'intéressent à la voile ou au surf, pas au surf, mais kitesurf ou planche à voile, c'est vraiment la plus grosse marque de voile au monde. D'ailleurs, les 40 bateaux du Vendée Globe sont tous équipés de voiles Norcels. Et c'est une entreprise américaine qui a confié sa licence textile depuis une trentaine d'années à un groupe italien qui s'appelle Tommasoni. Et la marque Norcels en prêt-à-porter est une marque très importante en Italie. Et en fait, je suis rentré en début janvier 2000 chez Norcels, puisque la marque était auparavant distribuée par des agents. Ils avaient envie ils voulaient plus être dépendants d'agents, et donc ils ouvraient une filiale et ils m'ont confié l'ouverture de cette filiale. Donc mon job, ça a été de recruter une équipe commerciale, de trouver un showroom
et puis après d'implanter la marque dans les grands magasins, chez les ship chandlers, chez les commerçants multimarques, etc. Alors le temps passe, mais comment t'en es arrivé au networking? Alors sans nous expliquer encore, parce qu'on aura toute l'occasion par la suite d'en parler, du cercle des gens bien et bienveillants. Quelles ont été tes premières expériences en termes de réseautage? Alors, déjà, j'ai toujours aimé ça. Et le networking en France a une connotation business. C'est-à-dire que c'est quand on parle à des gens networking, pour eux, c'est tout de suite, ils pensent business. Et d'ailleurs, en France, comme il n'y a aucune culture et aucun cours, que ce soit au collège, au lycée ou dans les facs ou dans les écoles de networking, à la différence des anglo-saxons, les Français se mettent à faire du networking uniquement quand ils ont un besoin et principalement pour deux besoins. Le premier besoin, c'est quand ils sont licenciés, qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot, donc ils se disent il faut que je fasse du networking, donc ils s'inscrivent, ils prennent une adhésion dans un club de networking, ou alors quand ils montent une boîte, et là il leur faut des clients, et donc ils se disent je vais m'inscrire à un club de networking pour trouver des clients. Sauf que dans ces deux cas-là, ils viennent dans un club en venant avec une intention et une attente, et du coup tout se ressent dans la vie et du coup ils sont pas sexy puisque ils sont pas là pour donner, ils sont là uniquement pour prendre. Et le networking fonctionne pas du tout comme ça. Le networking, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée. C'est quelque chose avec lequel on a d'énormes résultats, mais c'est des résultats à long terme. Et donc, ceux qui en attendent des résultats dans l'immédiateté sont toujours déçus. Alors après, je dis pas que ça peut pas arriver que on signe une affaire au bout de 3 mois, mais c'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas. Et donc le réseau s'entretient tout au long de la vie et il faut y venir par amour de l'autre, par curiosité de l'autre, en ayant envie d'apporter aux autres. Et puis après, si il y a un retour, c'est parfait, mais il faut pas le faire dans ce cas-là. Mais le réseau, moi, il me sert au quotidien et je pense que ceux qui ont des réseaux étoffés, ça leur sert au quotidien. Ça sert à trouver une location d'une maison en Corse si on a envie de partir en Corse. Ça sert à trouver une place en crèche alors qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de places. Ça sert à trouver une place dans la bonne école où on veut mettre ses enfants alors qu'on fait pas partie de la carte pour mettre ses enfants dans cette école-là. Ça sert à avoir un rendez-vous rapidement chez un cardiologue ou chez un dermatologue quand ça met 6 mois si on n'en a pas, etc., etc. Et quels ont été c'est chez Decathlon que tu as appris à réseauter comme ça? Non, en fait j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance de commencer ma carrière chez Decathlon au plus bas de l'échelle avec certains de mes collègues qui savaient, j'avais certains manutentionnaires avec moi qui savaient même pas lire, même pas écrire. J'ai eu la chance de grandir rapidement dans mes différentes fonctions et donc de côtoyer la différence. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait de la richesse partout, qu'il y a de la richesse chez tout le monde. Et j'ai eu envie de cultiver cette différence. Et d'ailleurs, ma conviction, c'est que le patron du CAC 40, d'une grosse boîte du CAC 40, il a des choses à apprendre à un ouvrier ou à un agriculteur, mais que l'ouvrier ou l'agriculteur, ils ont plein de choses à apprendre au patron du CAC 40. Et en fait, la richesse de notre monde, c'est notre diversité. Et donc, je me suis toujours intéressé à plein de choses. J'adore, par exemple, regarder faire des gens qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. À un moment donné de ma vie, je suis tombé amoureux des ferronniers d'art. Et je passais des heures à regarder des ferronniers taper sur leur forge et affiner une volute. Et je me disais, mais c'est incroyable d'affiner, de taper sur. Pour affiner une volute, on prend une barre de fer qui est carrée au niveau de son diamètre. Et en tapant dessus, il faut l'affiner, mais il faut qu'elle garde toujours la même largeur. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était un talent incroyable. Et j'adore regarder Et donc, ces gens-là qui ont un métier qui, pour certains, n'est pas du tout intéressant, moi, ça me passionne et je trouve que ces gens-là ont plein de choses à raconter. Et donc, voilà, j'ai toujours adoré ça. Après, j'ai travaillé pour une entreprise dont le président était vice-président du MEDEF. Et donc, j'ai été pas mal d'années au MEDEF
à la commission développement et innovation. Donc là, j'ai développé également pas mal mon réseau. Et puis après, tout au long de ma carrière, en fait, j'ai travaillé pour 7 ou 8 entreprises et j'ai toujours aimé maintenir les liens, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des fournisseurs, que ce soit... je pratique beaucoup de sport, donc que ce soit au sport, que ce soit avec les parents d'école. C'est quelque chose que j'ai en moi. Je suis curieux de l'autre et donc j'aime découvrir les gens. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, tout le monde peut apporter à tout le monde, c'est ce que tu exprimes. C'est un peu alors, ce serait peut-être te faire, une injure que de dire que c'est une seconde nature le networking chez toi, s'il faut peut-être plutôt dire, c'est dans ta nature, quoi, c'est ça? Ouais, C'est c'est vraiment dans ma nature. J'aime vraiment ça et j'aime surtout me laisser surprendre. Je trouve qu'il y a trop de gens qui, avant d'aller à un événement quel qu'il soit, ont envie de savoir mais qui y aura à l'événement. Et moi, j'aime me laisser porter et je trouve que quand on va quelque part, mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours en fait. Quand on a des attentes, on est toujours déçu. Quand on fait des choses sans aucune attente, on n'aura peut-être rien, mais on a des chances d'être agréablement surpris. Et donc, j'invite moi les gens à se laisser porter parce que la rencontre, elle se fait aussi bien à la caisse du supermarché que dans une salle d'attente de médecin, que dans une salle de sport. Enfin, ça se fait partout. Si on est ouvert à la rencontre, elle se fait partout. Et donc, en fait, le networking, c'est pas seulement adhérer à un club de networking. Networking au sens littéral du terme, développer son réseau, faire des rencontres, agrémenter son carnet d'adresses, ça se fait absolument partout. Moi, j'adore à la caisse du supermarché quelqu'un qui pose un produit sur le tapis roulant et entamer la conversation par rapport à ce qu'il a posé. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, donc ils vont baisser les yeux ou pas du tout répondre ou faire une grimace, etc. Mais il y a des gens qui adorent ça, donc ils vont répondre et ça enclenche la discussion. Et puis, des relations dans la vie, il y a des relations qui durent toute une vie, mais il y a des relations qui durent 1 heure et qui sont merveilleuses. Oui, c'est un peu qu'on appelle le small talk, le fait de moi, j'ai beaucoup appris ça avec mes grands-parents quand on allait au supermarché, à côté de chez mes grands-parents, quand j'allais avec l'un ou avec l'autre. J'ai toujours été admiratif de la faculté qu'ils avaient à parler avec les vendeuses, les caissières, c'était toujours un moment sympa qui passait avec eux. Ce qui se fait encore aujourd'hui beaucoup sur les marchés. Sur les marchés, les commerçants sont vachement avant. Exactement. Bon, le temps passe, il est vraiment venu le moment pour toi de nous parler de ta carte blanche, Alexandre. C'est parti, 1 minute. Alors, ma carte blanche, tu m'as un peu perturbé tout à l'heure Ah non, non. par rapport tu avais envie que je te parle quand tu m'as demandé de, de mon envie de diversité par rapport aux problèmes qu'il y a dans le monde, etc. Parce qu'effectivement, je suis convaincu que les mots MAUX du monde actuel viennent de la peur de nos différences et qu'il faut que les gens n'aient pas peur de la différence, ils aillent se confronter à la différence. Mais ma carte blanche à moi, celle que j'avais préparée quand tu m'as demandé de préparer l'émission, c'est d'inviter toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller donner leur sang. Il y a des choses qu'on peut pas faire, on peut pas aider toutes les associations parce que financièrement il y a des gens qui peuvent pas le faire, mais quasiment tout le monde peut aller donner son sang. Moi, je suis donneur depuis des années. Je trouve que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. On peut faire 4 fois par an. Ça prend 1 heure de notre temps, donc c'est rien 1 heure dans notre vie. Et on n'a pas idée du manque de sang qu'il y a dans les stocks à l'établissement français du sang et de la nécessité dont on peut avoir un jour et dont peuvent avoir un jour besoin nos proches. Donc, s'il vous plaît, prenez votre temps, regardez sur l'établissement français du sang quels sont les établissements les plus proches de chez vous. Prenez 1 heure de votre temps, allez donner votre sang. Ça fait pas mal du tout. Vous faites là aussi du networking parce que vous êtes allongé sur un brancard à côté d'autres gens qui donnent leur sang, donc d'autres gens qui ont des belles valeurs et vous ressortez de là fiers de vous en vous disant j'ai fait un petit truc mais c'est une bonne action. Top, merci d'avoir joué le jeu superbement de la carte blanche. Allez, maintenant dans la dernière partie, dernière ligne droite, on va parler
comment créer son club de networking en s'appuyant sur l'exemple du cercle des gens bien et bienveillants? Alors peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu as basculé, parce que tu es entrepreneur pour le coup avec ce réseau, enfin avec ce club? Oui, alors j'ai basculé en fait en 2018. De 2011 à 2018, j'étais directeur général d'un groupe spécialisé dans la distribution de biens d'équipement de la maison. C'était un groupe qui était détenu par des fonds d'investissement, plusieurs les uns après les autres. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce groupe, mais évidemment, quand on travaille pour un fonds d'investissement, il y a un besoin de rentabilité à très court terme, puisqu'un fonds investit de l'argent dans une boîte parce qu'il croit dans cette boîte. Il permet à cette boîte de se développer rapidement à périmètre comparable et puis en faisant des achats de concurrents. En revanche, un fonds est là pour rester entre 3 et 5 ans dans une entreprise, donc il a besoin d'avoir un retour sur investissement qui est très, très rapide. Et donc, on a un management vraiment dans l'immédiateté. À un moment donné, je ne me reconnaissais plus là-dedans. J'ai eu envie de faire autre chose. J'ai licencié beaucoup de gens dans ma carrière. J'avais plus envie de faire ça. Et donc en 2018, l'entreprise a été vendue à un nouveau fonds, ce qui m'a permis de valoriser les parts que j'avais dans cette entreprise de mon côté. Et donc j'ai quitté en février 2018 mon dernier job de salarié. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais plutôt retourner dans mon secteur de prédilection qui est le prêt-à-porter, la mode. Mais je voulais me laisser, mon fils avait 8 mois à l'époque, et donc je voulais me laisser un peu de temps pour passer du temps avec lui. Et puis je m'étais dit, je préfère retourner travailler pour une boîte familiale qui a une vision plus long terme de son entreprise et qui, face aux différentes crises qu'on traverse très régulièrement et surtout depuis le 11 septembre 2001, une capacité à faire le dos rond plus longue, et donc c'était l'idée que j'avais de départ. Et puis en fait, je voulais vraiment passer l'année 2018 sabbatique et recommencer à chercher un job de DG en 2019. Et au bout de 2 mois, j'ai 2 copines qui, à 10 jours d'intervalle, m'ont dit « T'as un énorme réseau, pourquoi tu nous en fais pas profiter? Organise quelque chose. » Et ça n'a pas fait tilt tout de suite. Et puis un jour, au mois de juillet 2018, dans mon canapé, je ne sais pas pourquoi, ces 2 conversations me reviennent et je dis, bon, bah, si elles veulent, si elles trouvent que ce serait bien que je leur présente des gens, je vais organiser quelque chose. J'écris à peu près 100 personnes de mon réseau que j'estime être des belles personnes, des personnes vraiment issues de tous les réseaux. Il y avait des copains, il y avait des gens de la finance, il y avait des gens du sport, de la mode, du culinaire, de différents réseaux que je fréquentais. Et je leur ai dit, bah, je vais organiser le 20 septembre un dîner. J'invitais des belles personnes, donc j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai écrit dîner des gens bien et bienveillants. Et je vais vous permettre de faire plein de rencontres. Qui c'est qui a envie de participer? Et là, en une soirée, j'ai eu plein de réponses. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, quoi. Et donc, j'ai organisé ce premier dîner. On était 80 personnes. Et l'idée, étant donné que c'était de permettre à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer, j'avais fait des plans de table. 3, un pour l'entrée, un pour le plat, un pour le dessert, où je mettais à chaque fois en face et à côté des gens qui ne se connaissent pas. Donc, on a fait ce premier dîner, qui était un dîner pas du tout avec une idée business derrière, puisque moi, j'avais juste été voir un restaurateur. Je lui avais dit, bah, je te privatise ton restaurant, on va le remplir, on sera 80. Et après, chacun, donc c'était un peu... Moi, j'avais fait les plans de table, mais après, chacun commandait ce qu'il voulait manger. Et après, chacun, à la fin, je crois que le dernier à payer, il a mis 2 heures parce que tout le monde allait dire j'ai bu une bière, j'ai pris telle entrée, tel plat, tel dessert. Enfin, vraiment l'usine à gaz. Les gens m'ont dit qu'ils avaient adoré cette soirée. Ils m'ont demandé d'en faire un autre. Il y a même des gens qui n'avaient pas été conviés à ce premier dîner et qui m'ont dit, pareil, tu organises des dîners. Moi pourquoi j'en étais pas, je veux être au prochain, etc. Donc, on a fait un autre dîner le 7 décembre. On est passé de 80 à 150 personnes. Donc là, j'ai un peu mieux organisé le truc. J'avais été voir un restaurateur en lui privatisant aussi son resto. Mais là, j'avais choisi un menu avec 3 entrées au choix, 3 plats, 3 desserts. Et j'avais fait une cagnotte litchi où j'avais dit, bah, vous allez payer directement votre dîner sur litchi. Et comme ça, il n'y aura pas de queue à faire à la sortie.
Et les gens ont adoré. Ils m'ont demandé d'en faire un deuxième. Et après ce deuxième dîner, il y a un troisième. Et après ce deuxième dîner, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, tu as envie de donner un nouveau sens à ta vie. Tu as cette capacité de réunir les gens. Tu devrais Waouh. réfléchir à quelque chose. Et j'ai invité chez moi, dans ce salon qu'on ne voit pas parce que tu m'as demandé de mettre un fond d'écran, 16 de mes proches qui avaient participé aux 2 premiers dîners. J'avais acheté un paperboard et on a balancé des idées sur ce que ça pourrait être. Parce que moi, au début, je me disais, fais ça, mais moi, j'avais 42 ans à l'époque. Il fallait que je bosse et je ne voyais pas de modèle économique. C'est bien d'organiser des dîners, ça prend vachement de temps et tout ça, mais moi, je ne gagnais pas d'argent là-dessus. Et donc, on a balancé plein d'idées. Et puis après, je me rappellerai toujours, j'ai pris toutes les feuilles. Je suis parti une semaine à Marrakech et avec ma femme et mon fils. Et en une semaine, j'ai écrit la plateforme de marque. Et je suis revenu avec vision, mission, valeur, un vrai business model, un vrai modèle économique. J'ai réinvité ces 16 proches à la maison et je leur ai dit, ben, voilà ce que ça pourrait être. On fera, voilà ce qu'on va faire, comment on va le faire, voilà ce que ça va coûter, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? On a modifié des choses et après, c'était parti. Et donc, j'ai réécrit aux 150 personnes qui étaient au deuxième dîner et j'ai dit, ben, le prochain dîner, c'est le 21 mars, mais ce ne sera pas un dîner comme les autres. Vous avez été nombreux à m'inciter à me lancer. Ben voilà, je monte mon entreprise. Ça va s'appeler le Cercle des gens bienveillants. Ça sera un club de networking dont les valeurs seront la bienveillance, le partage, l'échange et l'entraide. Et je vais permettre à des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer et de créer des liens à travers un programme événementiel très riche, puisque aujourd'hui, le CGBB, c'est plus de 250 événements par an. Ça représente entre 4 et 5 événements chaque semaine. Donc, tous les jours de la semaine, il y a des événements. Petit déjeuner, dîner, conférence. Ce soir, on a un atelier sur l'architecture d'intérieur. Le jeudi soir, j'ai Gilles Kepel, qui est un des plus grands politologues français spécialistes du Moyen-Orient, qui vient de faire une conférence sur son dernier livre, Le Monde après le 7 octobre. Vendredi matin, il y a un petit déjeuner. La semaine prochaine, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a un after-work, il y a une soirée onologie autour des grands vins de Bourgogne. Enfin, on fait plein de choses toute l'année, plein d'événements. Et surtout, ma grande fierté, c'est que il y a plein de gens qui créent des liens incroyables. Alors après, certains font du business, certains tombent amoureux, parce que ça, c'est la vie quand on met les gens en relation. Tu fais un peu agence matrimoniale alors aussi. C'est tout, moi. Je fais conciergerie aussi. Les gens m'appellent même quand ils ont mal au dos. Ah, tu peux pas me trouver un rendez-vous chez un kiné Oh. Vraiment ça. Et comment tu l'as organisé ce réseau en termes, par exemple, est-ce que tu as fait une charte, que les adhérents remplissent? Est-ce que tu as prévu une cooptation spéciale, pour les nouveaux membres, un Alors, cheminement au spécial? démarrage, il y avait une double cooptation. Il fallait avoir un double parrainage. Il fallait avoir 2 personnes des 17 que nous étions sur le lancement, là, dont je t'ai parlé. Il fallait que 2 personnes valident le membre. Puis après, on est passé à une seule. Et puis après, j'ai plein de membres qui m'ont dit, mais écoute, on ne va pas parler du CGBB à des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Donc, enlève le parrainage, laisse-nous parler du CGBB à des gens pour qui on a de l'estime. Et ils rentrent sans ça. Et donc, j'ai dit, bon, on va faire le test. Et en fait, on a un nom qui fait que ceux qui ne partagent pas nos valeurs nous rejoignent pas, n'ont pas envie de nous rejoindre parce qu'ils ont l'impression que c'est un truc de bisounours, que c'est pas sérieux, etc. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir un nom qui fait un tri sélectif. Ah, ça c'est Et intéressant. finalement, depuis, j'ai eu à sortir en 6 ans 4 personnes qui n'étaient vraiment pas dans les valeurs et à qui j'ai coupé les accès. Mais sinon, on n'a que des belles personnes. Alors après, on partirait pas tous en vacances les uns les autres, hein, parce que C'est de l'humain, quoi, ça. mais l'important, c'est qu'il y a du respect, il y a de l'écoute, il y a de la tolérance. Et après, ben, c'est la vie, hein. Donc, dans la vie, on n'a pas du feeling avec tout le monde. Et est-ce qu'au sein de ton réseau, donc ton club, tu as mis en place des outils digitaux pour apprendre, à rester en lien les uns avec les autres ou? Alors, nous, il y a un annuaire des membres. Donc, quand on est membre quand on a payé son adhésion, on intègre l'annuaire des membres et on a accès à l'annuaire des membres. Donc, les membres peuvent se connecter directement parce que sur la fiche de chacun,
Il y a la photo, le nom, le prénom, la profession, les passions, etc., etc., le téléphone, le mail. Donc, celui qui a besoin d'un avocat en droit des affaires ou en patrimonial, ou un notaire, il va taper notaire, il va avoir tous les notaires qui sortent, il peut contacter. Celui qui veut se mettre à la guitare, il va taper dans le moteur de recherche de l'annuaire guitare, il va voir ceux qui ont mis guitare dans leur annuaire, il peut contacter la personne en disant tiens, je suis membre du CGBB comme toi, j'ai envie de me mettre à la guitare, est-ce que ça te dirait qu'on en fasse ensemble? Trop bien. Aller faire un tennis ou un golf, quoi. Allons faire un tennis ensemble, trop bien. Et du coup, dans cette faculté de connecter les gens entre eux, tu as des belles histoires à raconter. Tu disais l'agence matrimoniale. Non, j'ai pas dit agence matrimoniale, non, je veux pas que le CGBB soit. Mais voilà, mais t'as quand même réussi. Il se trouve qu'on a eu un mariage au Il y a eu CGBB. un mariage, ok. Voilà. Ouais, super. Deux personnes, en plus un Bordelais et une Parisienne qui se sont rencontrés au CGBB et qui sont tombés amoureux et qui se sont mariés. Mais moi, mon métier, c'est créateur de liens. C'est de permettre à des gens de créer des liens. Après, je ne promets rien, donc je ne promets pas que parce qu'il y a des gens qui me contactent en me disant est-ce que je vais pouvoir trouver un amoureux ou une amoureuse, est-ce que je vais pouvoir Ah ouais, mais ça va très très loin en fait. Hein. Est-ce que tu me garantis que je vais trouver des clients? Moi, je garantis rien du tout. Moi, je garantis que je vais te permettre de faire des belles rencontres. Ouais. Tu vas rencontrer plein de gens différents et tu vas t'ouvrir l'esprit et les chakras à plein de choses. Ouais, après, tu vends ton produit, ton service, tu tombes amoureux, tu te fais des copains et tout ça. Je promets pas ça. Moi, je promets qu'en venant à mes événements, tu vas rencontrer plein de gens différents et plein de belles personnes. Et tu arrives à traquer, entre guillemets, des indicateurs clés de performance pour savoir combien il y a de connexions entre les membres, des recommandations comme dans certains réseaux très carrés. Non, ça n'est pas. Ok. Et en termes d'animation de communauté, vous êtes uniquement sur un annuaire ou vous avez des WhatsApp, des choses comme ça, quoi? On a des groupes WhatsApp, on a l'annuaire, on a une newsletter. Et puis après, les gens se retrouvent énormément physiquement, puisque mes événements sont en présentiel. Alors, j'ai des événements hybrides, mais les événements sont en présentiel, donc les gens viennent se rencontrer et voilà. Et quelles sont les prochaines étapes alors pour le club? Les prochaines étapes, nous, on a un modèle vertueux où 99% des événements sont animés par nos propres membres. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 750, ce qui représente, je sais pas, un peu plus de 100 professions, professions différentes, et ce qui fait qu'on a un programme événementiel très riche et très varié. Et donc, plus la communauté, elle grandit, et plus on a une richesse d'événements importante. Donc, en fait, moi, les étapes, c'est ça, c'est continuer à développer la diversité, puisque le créneau du CGBB, c'est la diversité. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer. Je suis vraiment pour le dépassement de l'entre-soi. Mais d'ailleurs, il y a sur le fronton de nos mairies, il y a écrit partout liberté, égalité, fraternité. Et moi, j'aime liberté, diversité, fraternité. Donc, je trouve que le monde serait triste si on était tous, qu'on faisait tous la même taille, qu'on avait tous la même intelligence, qu'on s'habillait tous pareil, etc. Moi, je trouve que la diversité de croyances politiques, religieuses, de couleur de peau, de taille, de poids, de ce que tu veux. Je trouve que c'est ça qui fait notre richesse. Et donc, j'invite à la diversité. Donc, le projet, c'est de continuer à développer cette diversité. Et donc, les 700 membres, ils sont répartis. C'est un seul club ou il y a un seul club. Il y a des antennes Non, il n'y a pas d'antenne. J'ai eu des antennes que j'ai fermées. Aujourd'hui, il y a un seul club, un seul annuaire des membres. Après, j'ai des membres qui sont en province, j'ai même des membres qui sont à l'étranger. C'est des gens qui sont tous amenés pour des raisons personnelles ou professionnelles à venir de temps en temps à Paris. Donc, dès qu'ils viennent à Paris, ils viennent à des events. Et sinon, comme 50% de nos événements sont hybrides, par exemple, demain, jeudi soir, pour la conférence de Gilles Kepel, je sais que j'aurai à peu près 20% des gens qui vont suivre la conférence en visio. Oh, excellent. Et tu utilises quels outils pour faire ça? Je fais ça avec Zoom. Tu fais ça Zoom, mais t'as tes propres prestats qui le font? Tu le fais toi-même? Moi, le CGBB, c'est ma main droite et ma main gauche. Ah ouais, tu fais appel à des... Ah, c'est toi? Ok. Je fais tout. Tu mets une caméra. C'est pas très compliqué. Ouais, j'ai un pied, j'ai ma caméra, j'ai une pieuvre qui prend super bien le son, de super bonne qualité, donc les gens entendent super bien.
Tout est parfait. Je demande aux gens qui sont en visio de couper leur micro et quand elles veulent poser une question à l'intervenant, bah, elles lèvent la main et elles ouvrent leur micro, elles posent la question. Ça fonctionne super bien. Et du réseautage en visio, du networking, du speed meeting en visio, par exemple, j'ai pas l'impression que ce soit dans... Si, vous le faites aussi? Bah, je l'ai fait pendant le premier confinement parce Ah qu'on bah oui, n'a forcément, parce jamais qu'aujourd'hui, arrêté, on n'a un club on n'a d'affaires, il jamais doit... arrêté de travailler et pendant le confinement, le vrai, hein, le premier, j'avais dit à mes membres, bah, je vous laisse pas tomber, donc tant Ah qu'on ouais. sera confiné, je vous ferai des événements tous les jours et tout sera gratuit. Et donc j'ai fait des événements tous les jours et parfois on était 80, 90 personnes en visio, donc on a commencé avec des trucs moyennement intéressants comme tout le monde avec les apéros. Alors tout le monde était là, mais ça se coupait la parole, c'était impossible, etc. Et après, j'ai amené des vrais sujets. Donc, on a fait des groupes de soutien. Il y a des gens qui vivaient très mal l'enfermement. Donc, on a fait des groupes de soutien. On a fait du co-développement. On a fait des conférences. J'étais tombé sur l'émission de Cyril Lignac sur M6. Du coup, comme on a une chef au CGBB, je lui ai dit, bah, tiens, on va faire ça une fois par semaine. On va faire des cours de cuisine comme Lignac sur M6. Donc, 2 jours avant, elle nous donnait les ingrédients à aller acheter. Et puis après, on était 90 devant notre écran et sur notre cuisine à faire la recette en même temps qu'elle, à nous dire ce qu'il fallait faire étape par étape, enfin, des trucs géniaux. Et il y a des gens on a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux membres pendant cette période qui ont Ah rejoint. ouais? Les événements étaient gratuits, mais l'adhésion, elle était toujours payante. Et beaucoup de gens qui nous ont rejoints pendant cette période et qui après, je me rappellerai toujours la réouverture des restos quand on a été libérés. Le petit déjeuner, on devait être une 60aine de personnes, des gens qui ne se connaissaient pas, qui s'étaient vus qu'en visio et qui avaient qu'une envie, c'était se voir. Mmh. Mais la visio fait quand même, un peu le taf en termes de Ouais, 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 il y a des liens qui premiers se créent. contacts, premiers échanges. Alors bien sûr, après on adore se rencontrer et du coup, depuis le déconfinement, tu continues de faire de temps en temps des trucs en Ben, en visio fait, ou? avant le confinement, je faisais jamais de visio. Et après, au déconfinement, eh ben, il y a des gens qui m'ont dit, bah, moi, ça m'intéresse quand même parfois, j'ai pas envie ou ils sont en province, ou alors ils sont à Versailles, ils n'ont pas envie de reprendre leur bagnole, de faire 40 minutes de route, surtout quand c'est l'hiver, qu'il fait nuit à 17h, etc. Et donc, ils préfèrent suivre en visio, quoi. Mmh. Donc, dès que l'événement peut être hybride, il est hybride. Une conférence comme ce soir, l'atelier sur l'architecture d'intérieur au jeudi, c'est hybride. Quand on fait une soirée onologie, ça peut pas être hybride. Donc, Mmh mh, mmh. OK et oui, par rapport au modèle économique, alors, si je comprends bien, c'est un modèle avec, de l'adhésion, un abonnement et exactement. puis derrière les événements payants. Tu arrives à rentabiliser les événements, Non, les événements, il n'y a pas de modèle économique sur l'événement, il n'y a ouais, pas de marge sur l'événement. Ce qui fait vivre la société, c'est l'adhésion. ouais, sur, ouais, 700 membres sur la France entière du coup ou plutôt parisien, Alors, il y a 85% des gens qui sont en Paris Île-de-France. Ouais. OK, OK et bon écoute, et Mais comment on peut On a des Nantais. comment on peut t'aider, Est-ce que tu cherches quelque chose actuellement, Bah, m'aider, c'est en parlant du CGBB, en disant que c'est un club génial, que vous êtes intéressé pour faire plein de belles rencontres, que vous êtes curieux, que vous êtes ouvert d'esprit, que la bienveillance, c'est quelque chose qui vous parle, que c'est sociétal et bah, vous êtes les bienvenus, voilà. Moi, c'est ce que je dis à tous mes membres parce que je rends pas mal de services au quotidien et quand ils me disent: «Mais moi, comment je peux t'aider?» Bah, je dis: «Bah, parle du CGBB et tu m'aideras et tu aideras la communauté puisque plus on est nombreux et plus c'est riche pour tout le monde.» sourire, le réseau est partout, c'est ce que tu m'as dit la première fois qu'on a échangé. Exactement. Est-ce que tu vois quelqu'un qui voudrait ou qui tu verrais bien dans ce podcast à ta place? Je vois plein de monde. Et le problème, c'est que si je te donne un nom, je vais vexer tous mes autres membres. Là. Donc, c'est pas facile. Je pourrais te donner, je te dis, ce que je te propose, c'est te mettre en avant dans une prochaine newsletter. On a 3500 abonnés à la newsletter. Et d'inviter les gens qui sont abonnés à notre newsletter à te contacter directement pour te dire ce qu'ils font et pourquoi ça serait intéressant de passer dans ton podcast. Parce que là, Alors si je donne une personne, c'est difficile pour moi.
Alors avec très grand plaisir, je te remercie d'avance Alexandre. Il y a quelqu'un quand même dont tu m'as parlé et c'est une cause que je défends et pour laquelle je m'engage, c'est le cancer. 2 causes pour lesquelles je suis engagé par rapport à mon réseautage, c'est que j'essaie de reverser un peu des fonds. Il y a d'un côté le combat contre le cancer, il y a aussi la faune sauvage et tu m'as parlé d'un de tes membres, qui est spécialisé dans l'IA, donc l'intelligence artificielle et qui est très optimiste sur, notamment le Oui. combat contre le cancer, donc pour les 10 prochaines années. Tu peux en dire un mot? Alors, c'est un Nantais comme toi, tu vois, on a des membres nantais. Emmanuel Derrien, qui est spécialiste d'intelligence artificielle et qui passe ses journées à former des entreprises, des codir, des équipes à l'avancée de l'intelligence artificielle. Et il est intervenu encore récemment chez nous, il y a 3 semaines, un mois. Et il nous a dit que l'IA, ça a du positif et du négatif. Hein. Donc, si c'est pas contrôlé par l'homme, ça peut être très dangereux. Mais d'après lui, et je l'ai entendu à plusieurs occasions d'ailleurs, dans 3 à 5 ans, plus personne devrait mourir du cancer parce que l'IA va permettre de détecter beaucoup plus tôt le cancer. Aujourd'hui, en fait, le cancer, s'il est soigné très tôt, il est très facilement. J'y connais rien, je suis pas médecin, hein, mais en tout cas, on peut bien le soigner. Après, quand il est détecté à un stade trop avancé, il y a des métastases dans tout le corps et c'est mort. Et non seulement l'IA va permettre de le détecter plus tôt, mais en plus, au lieu de balancer de la chimio et des saloperies dans tout le corps, l'IA va permettre de cibler très exactement où il faut envoyer le médicament pour aller détruire la tumeur. Et donc, c'est en ça qu'ils disent que l'IA, après, s'il tombe dans des mains de salopards, c'est aussi un moyen de créer des maladies, des virus comme le Covid ou des machins comme ça. Hein. Donc, mais en tout cas, d'après lui et d'après d'autres spécialistes que j'ai entendus sur le sujet, ça va être une révolution au niveau médical. Eh ben, tu vois, des belles rencontres, Voilà. des informations qui circulent, des nouveautés, de l'espoir. C'est tout ça qu'on veut en vivre en réseautage. Ouais, exactement. Bah, écoute, merci Alexandre. J'espère qu'on a fait un tour, exhaustif de ton cercle des gens bien et bienveillants, qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire et je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis, à très, très bientôt. Bah, c'est moi qui te remercie, Jean-Christophe. Merci de m'avoir contacté sur LinkedIn. Merci pour ta proposition et j'espère te voir prochainement en vrai. Ah bah oui, carrément, dès que je viens à Paris, je je viens te voir. Merci.